Bonjour, aujourd'hui je reçois Hélène Nicolet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel. Alors comme on a pu le voir dans le titre, euh, aujourd'hui on va parler de se donner le droit, s'autoriser et les impacts que peut avoir le transgénérationnel par rapport à nos propres limitations finalement dans notre quotidien. Alors Hélène, je fais la piqûre de rappel, tu es détective des mémoires cellulaires, transgénérationnelles, familiales, auteure, formatrice, euh, beaucoup de choses, conférencière. Merci. Tu partages beaucoup de choses, tu donnes beaucoup de choses de tes connaissances et de toi-même également. Et voilà, et c'est aujourd'hui, tu as accepté de partager vraiment ce regard que l'on peut avoir sur nos propres limitations quand on se met des freins. Là, Mm. ça, c'est aussi une des raisons des impacts du transgénérationnel. Donc avec toi, on va y voir un petit peu plus clair par rapport déjà à ce que tu as déjà expérimenté. Euh, voilà, à toutes ces analogies que tu peux aussi nous poser, comme tu sais si bien faire régulièrement. Alors, se donner le droit, s'autoriser, c'est déjà une belle démarche en Vaste soi. programme. Vaste programme, mais ce n'est pas toujours facile de s'autoriser à faire quelque chose. Et même des fois, on a Non. l'impression de s'autoriser, mais il y a quelque chose en face qui coince. Donc, Oui, oui, souvent, on se bloque, on se retrouve heurté. Alors, dans la perception, dans la notion de s'autoriser, il y a différents critères. Et on va peut-être déjà commencer par le critère relationnel. oui. Euh, S'autoriser à être tout simplement. Et dans le critère relationnel, il y a la première démarche, c'est s'autoriser à être amoureux, pas amoureux, s'autoriser à être en couple, pas en couple, s'autoriser à être riche, pas riche, s'autoriser à avoir une famille et pas avoir de famille, etc. Donc ensemble, on va voir un petit peu Et tous qu'est-ce ces qui se secteurs de passe. vie. Voilà, Oui, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos ancêtres et pourquoi ça coince. Donc moi, je vais te poser oui. la question, pourquoi ça coince en fait? Pourquoi ça coince? Mais parce que peut-être que nos ancêtres n'ont pas fait tout ce ils auraient voulu faire. Et c'est un peu comme s'ils nous retenaient. Chaque parent est fier de ses enfants et va pousser les enfants à faire mieux, à ne pas revivre ce qu'ils ont eux-mêmes vécu en souffrance, par exemple, en manque. Et puis, il y a un petit élastique très fort quand même qui retient les parents de lancer vraiment leurs enfants dans la vie, dans le sens où ils ont peur d'être dépassés. Ça, c'est complètement inconscient, évidemment. On est des humains, il faut pas l'oublier. Donc, on a nos limites aussi, même en tant que parents. Et quelquefois, en tant que parents, on peut avoir peur que nos enfants nous dépassent, deviennent plus, mettons, riches, et donc nous oublient, aient honte de nous, aient peur de nous rencontrer plus spontanément, avec un statut social qui a évolué, etc. Et donc, ces craintes-là peuvent retenir les enfants. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enfants qui vont réussir, et puis à un moment donné, faire faillite, tout rater, s'épuiser, ne plus avoir envie et redevenir l'enfant attendu des parents. C'est inconscient, évidemment. On peut se saboter du coup. On peut rentrer dans une énergie d'échecs, de choses qui nous semblent impossibles, etc. Voilà, hein. Donc, il y a une phrase que j'aime bien de Alessandro Jodorowsky, qui est voilà, un éminent cinéaste, artiste, etc. Et puis, un des pionniers de la psychogénéalogie. Et il dit, la question fondamentale est, pourquoi ne puis-je pas vivre ce que je veux vraiment vivre? Faire l'expérience de ce que je désire, me sentir en paix dans mon cœur, penser librement et me réaliser. Mais parce que peut-être qu'on ne veut pas faire de la peine à nos ancêtres, qu'on ne veut pas, si l'on pense différemment, par exemple, on ne veut peut-être pas heurter, blesser nos parents.
On va peut-être s'empêcher de réaliser ce qu'ils auraient voulu faire, voyager par exemple. Pour les femmes, conduire, être diplômée, ne pas avoir d'enfants. Et donc, il va y avoir peut-être aussi des sabotages sur ce plan-là. En voulant être loyal, on va s'empêcher. Voilà. Et pourtant, la vie nous demande de vivre, de nous réaliser, etc. C'est ce que l'on veut au départ, pour soi, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et pour autant, on va se retrouver un petit peu bloqué. Et il va y avoir des... Si l'on croit que l'on n'en est pas capable ou que l'on ne doit pas le faire, la vie, elle est très juste sur ce plan-là. Elle va nous envoyer les bonnes expériences qui vont nous prouver qu'en effet, c'est pas pour nous. Hein, donc, ça rejoint la force de la pensée aussi, nos croyances limitantes. Si j'ai entendu que toute mon enfance, que ça, c'était pas pour les filles, eh bien, moi, en tant que femme, est-ce que je vais oser franchir un petit peu cet interdit? Voilà. Donc, ça paraît des mots comme ça lancés en l'air, mais c'est des mots très percutants qu'on a entendus et qui font partie du formatage de l'enfance. Voilà, ça répond un peu à ta question. Tout à fait, ça synthétise un petit peu la question initiale. Moi, j'ai une question, c'est OK. On a ces mémoires, ces croyances et cet ancrage familial. Mais maintenant, comment faire? Déjà, c'est bien beau de prendre conscience, Ouais, mais ouais. ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout de prendre conscience des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut nettoyer dans ces cas-là? Et de quelle manière dans le Oui, transgénérationnel? Et comment s'y prendre? oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est le travail de chacun, je dirais, dans le sens où dans tous les clans familiaux, on a eu des grands-mères, des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants. Dans certains clans, c'est hyper douloureux. Parce qu'en fait, si on parle de la grand-mère, elle n'a jamais accepté son statut de femme au foyer, mère de famille nombreuse. Et donc, elle va envoyer à ses descendants justement des émotions qu'elle n'a pas pu exprimer ouvertement, mais qui vont impacter durablement les générations suivantes, dans le sens où euh, je me suis sentie frustrée, je suis en colère, les hommes nous dominent, nous sommes soumis, j'ai pas pu me rebeller, etc. Voilà. Dans un clan parallèle, une grand-mère a eu elle-même aussi, mettons, 10 enfants. Et pour autant, elle a accepté cet état de fait parce qu'en fait, elle s'est dit, elle a digéré, en fait. Et elle s'est dit, ben voilà, c'est comme ça. J'ai adoré être enceinte, avoir mes enfants, les élever, vivre avec toute leur progéniture, etc. Elle a fait son petit chemin à son niveau, sans peut-être l'exprimer, mais elle a apaisé sa situation. Et elle s'est apaisée du coup. Et elle n'est pas partie aigrie, avec des revendications, avec de la colère en elle, etc. Voilà. Donc, dans les mêmes situations, on peut avoir ces deux cas de figure et certainement plein d'autres cas de figure un petit peu parallèles, évidemment. Mais en caricaturant, il y a ça. Et donc, en fait, si chacun de nous, à chaque génération, fait un petit pas en disant, OK, là, j'ai pas pu le faire, mais j'ai pu vivre d'autres choses, donc je fais ce travail, entre guillemets, de deuil. Et donc, je ne vais pas envoyer du tout les mêmes informations que si je reste bloquée sur ces empêchements, ces freins, la vie, la société, etc. Voilà, hein, toutes ces revendications. Donc, il va y avoir certaines personnes plus apaisées que d'autres, même si leur vie n'a pas été ce qu'elles auraient voulu, ce qu'elles désiraient et qu'elle a été dure, hein, la vie. Il ne faut pas oublier, hein, toutes les guerres vécues, ça n'a pas été simple dans les villes, dans les campagnes, où que ce soit. Et donc, voilà, il va y avoir ce petit pas de fait. Non. Voilà. Hein, donc ça, c'est hyper important de se le répéter, c'est que dans chaque situation, ça va nous apporter à vivre et à transformer des émotions,
un point de vue. On change peut-être de caméra de temps en temps, hein. La place de la caméra, c'est super important. Et de voir autrement les choses pour ne pas envoyer l'information que tout est négatif. Parce que, en fait, c'est ces boules toutes négatives, pleines de rancœur et de colère, qui vont se transmettre de façon hyper puissante et qui vont générer des nœuds, ce que j'appelle les nœuds émotionnels de l'arbre, hein. C'est vraiment des nœuds, des blocages, des freins où il n'y a pas de fluidité de l'énergie. Voilà. Il y a quelqu'un qui est d'accord. Oui, le coq est d'accord. Il aime bien se présenter. Ces nœuds, ça peut aussi générer des frustrations, que ce soit dans l'arbre généalogique, mais également dans le présent. C'est-à-dire que si on est dans un sentiment de frustration, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'envie et l'intention de se donner, de s'autoriser à mettre les choses en place, mais il y a aussi quelque part, comme tu l'expliquais, le sentiment de ne pas y arriver parce qu'il y a tous ces nœuds dans l'arbre généalogique, hein, qui auront précédé. Et ça peut aussi générer un sentiment de frustration. Donc, ça veut dire que ça demande beaucoup de réflexion et de centrage par rapport à soi-même dans le présent pour Oui, pouvoir identifier. oui, 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 c'est ça. C'est, euh, je le vois par exemple lors d'avortement, de décision d'avorter. Il y a des personnes qui franchissent le pas très facilement. Et après, avec le recul, en analysant l'arbre, elles ont peut-être fait ce que certaines femmes du clan auraient voulu faire. Et elles l'ont fait pour elles, bien sûr, évidemment, dans l'instant, évidemment, mais après, avec une certaine reconnaissance de ce que ces femmes ont souffert, hein, d'avoir été en... Et d'autres, par exemple, qui auraient voulu mais qui se sont empêchés d'avorter parce que ça ne se fait pas, la religion, le clan, qu'est-ce qu'on va penser de moi, voilà, au-delà de la pensée, je tue quelqu'un, etc., hein. Et, et qui vont après le regretter parce qu'en fait, le lien avec cet enfant ne s'est pas fait ou mal fait ou ça a été compliqué. Et là, pareil, l'histoire, en faisant le pas de recul, elle est restée loyale à des femmes qui n'avaient pas pu le faire non plus. Et donc, cette loyauté lui a coûté. Et donc, c'est là où la clairvoyance est nécessaire. Qu'est-ce que aujourd'hui motive ma décision que je pourrais prendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Et est-ce que je le fais réellement pour moi ou pour certaines personnes, pour mon entourage immédiat, mais aussi pour mes ancêtres? Voilà. Ah, ça, c'est important d'essayer de clarifier à chaque fois son positionnement. Ouais. Ça demande tout de même d'être suffisamment éveillé avec soi-même pour être objectif et clarifier son positionnement, parce que sinon on se laisse embarquer par des émotions qui ne sont Oui, pas les nôtres et que l'on continue finalement à véhiculer et peut-être aussi à transmettre aux générations qui suivent. oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que moi, les personnes que je rencontre, elles ont souvent pointé des répétitions, en fait. Elles se sont dit, ben voilà, ça fait déjà la troisième fois que j'essaye et je ne peux pas arriver à faire ce que je veux dans ce domaine-là, euh, que, euh, que je veux m'engager dans une relation amoureuse et que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, ça, ce qui interpelle aussi, c'est les répétitions. Je retombe dans certaines situations qui me paraissent identiques. Je répète mon attirance pour des personnes que je sais qui vont être nocives pour moi et qui vont me rendre malheureuse, mais je répète. C'est ces répétitions qui vont les amener à se dire, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà. Et ces répétitions sont souvent l'idée que bah, la vie, elle est super bien faite, elle nous envoie des leçons, si on ne comprend pas, elle répète inlassablement, mais de façon un petit peu plus forte à chaque fois. Et c'est peut-être aussi ce que les ancêtres auraient voulu transmettre comme message qu'on n'a pas entendu et donc qui va nous amener dans notre quotidien à le vivre. Voilà.
Et tu parles de transmission. Est-ce que dans les transmissions, bien sûr, on voit qu'il y a les émotions qui sont véhiculées, il y a les mémoires également inconscientes. Et est-ce qu'il peut y avoir des ancêtres qui soient suffisamment dans leur vécu, qui aient été suffisamment dans la fermeture de l'extérieur et qui puissent, dans la transmission, continuer à inconsciemment peut-être dans l'éther ou autre, dans l'égrégore familial, à bloquer quelque chose. Et dans ces cas-là, si c'est le cas, comment on peut faire? Oui, oui, oui. Moi, je le vois, par exemple, il y a certaines consultations qui s'annulent au dernier moment parce que voilà, les raisons sont très pertinentes, hein, en fait, hein. La voiture ne démarre pas, etc. Mais la personne qui venait pour travailler une certaine problématique, ça pouvait être la révélation d'un secret, ça pouvait être quelque chose qui allait faire vivre autrement l'arbre et l'histoire familiale. Et donc, je me dis, inconsciemment, l'arbre peut résister aussi. Hein, c'est un peu comme si nos ancêtres, euh, vivants ou morts, hein, nos parents, grands-parents, pouvaient avoir peur de ce qu'on allait trouver dans l'histoire familiale. Comme on change l'angle de caméra, l'angle de place de la caméra, c'est vrai que la vision de l'histoire se transforme aussi. On s'approprie chaque événement d'une façon différente quand on travaille son arbre. Et ça peut faire peur à certaines personnes. La peur d'être jugé, la peur d'être mal jugé, de voir que le côté négatif des décisions qui ont été prises. Voilà. Donc ça, c'est récurrent, je dirais. Les blocages se font tacitement, invisiblement, mais très fortement. Par exemple, au moment de partir pour le rendez-vous de la consultation, une grand-mère se casse la cheville et donc il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Voilà. Hein, donc voilà, hein, ça peut être des petites choses comme ça qui interpellent. Il y a une dame justement à qui c'était arrivé, sa maman est tombée malade, donc elle a dû annuler le rendez-vous. Et justement, pour la prise de rendez-vous, elle m'avait dit, je veux travailler ma relation à ma mère qui m'empêche, qui m'empêche toujours. Et là, elle me téléphone pour annuler et elle me dit, vous voyez, elle m'empêche encore. Voilà, hein, donc c'est ça aussi. En fait, notre grande peur, c'est de ne plus faire partie du clan. Donc, soit on va ne pas s'autoriser à faire quelque chose qui peut bousculer l'ordre du clan, et donc on reste loyal et dans le clan, soit on ose le faire, on transgresse une loi qui n'est jamais écrite nulle part, hein, mais qu'on sent bien très présente, parce qu'on a peur de bousculer, de faire de la peine, d'être exclu, de ne pas être aimé. Voilà. Hein, l'idée, c'est de faire partie du clan. Ça, c'est vraiment notre cerveau archaïque de l'homme de Cro-Magnon et voire plus, qui reste très présent en nous. Si à cette époque-là, on ne faisait pas partie d'un clan, on mourait. On ne pouvait pas vivre seul. Et on a gardé cette habitude de faire partie d'un clan. Qu'on soit confortablement installé dans ce clan ou pas. Et c'est ça aussi la force du clan. Il est prêt à retenir dans ses filets des gens qui voudraient bien se barrer, mais qui ne peuvent pas, qui n'osent pas. Voilà. Hein, donc, on porte en nous les mémoires, mais aussi tout ce qui a conditionné nos ancêtres à prendre des décisions. Alors à l'époque, ben, c'était normal. Par exemple, on euh, on allait travailler à 11 ans, à 14 ans, etc. C'était l'époque, c'était naturel. Aujourd'hui, dans certains clans, si les études se prolongent, il peut y avoir des trucs, des mots comme ça, des petites phrases qui se disent ah ouais, non, mais moi, à l'époque, je travaillais tôt. Et là, tu te laisses porter, tu te laisses, t'es le Tanguy à la maison, etc. Donc, c'est un changement d'époque. Donc, il faut réactualiser. Ce qui a été bon à une époque n'est plus forcément nécessaire et juste à notre époque actuelle.
Donc aussi, de relire l'histoire fait qu'on se remet dans le contexte initial et on voit ce qu'il se faisait en termes d'histoire, de croyances, d'habitudes, euh, voilà, oui, d'habitudes et puis de euh, contexte historique et économique aussi. Et aujourd'hui, la société ayant évolué, on est obligé de transformer, de s'adapter à quelque chose de nouveau. On ne peut pas rester étriqué dans ce qui a existé. Et c'est ça aussi le plus dur, de lâcher une partie du clan en disant oui, il y a quelque chose qui ne me nourrit plus, mais il y a autre chose qui me nourrit. Je suis toujours là, vivante dans ce clan, etc. Mais je suis obligée, moi, à mon niveau, de transformer pour ouvrir le clan sur autre chose. Quelque part, dans cette perception, dans cette idée de s'autoriser, il y a aussi s'autoriser au-delà de ses propres limites. Souvent, on a envie de quelque chose, on trouve tous les arguments contre et des arguments concrets, réellement dans la densité, réellement actifs. Tu parlais de l'exemple tout à l'heure de prise de rendez-vous et d'annulation parce qu'il arrive telle ou telle situation. Euh, il y a l'intention, comme on l'a dit au début, il y a l'intention et il y a quelque part, il y a aussi une peur d'y arriver finalement, une peur de modifier quelque chose. Là, tu parlais du clan. Est-ce que, au final, se créer un nouveau clan fait partie aussi des peurs par rapport aux propres Ah oui, empêchements que l'on se met? ah oui, oui, oui. Parce que en fait, quand on crée son propre clan, on intègre un compagnon ou une compagne d'un autre horizon qui va apporter d'autres habitudes, qui va apporter sa propre histoire familiale à travailler, avec des règles nouvelles, etc. Ces deux personnes vont créer un nouveau clan avec d'autres croyances, peut-être limitantes aussi à leur niveau, évidemment, avec d'autres habitudes, d'autres fonctionnements. Et petit à petit, chaque clan formé dans le grand clan va s'émanciper, plus ou moins. Et donc, c'est un pas à franchir. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un qu'on veut présenter dans le clan, il y a une crainte. On a peur que cette personne nouvelle ne plaise pas. Auquel cas, on serait jugé pas capable de s'engager avec quelqu'un de responsable, d'honorable, etc., etc. Il y a toujours cette crainte de cette présentation. La présentation aussi, l'annonce d'une nouvelle naissance à venir. C'est une des grandes étapes aussi. Parce que tout de suite, c'est, ah oui, mais vous avez réfléchi dans votre maison, est-ce qu'il y aura de la place pour ce petit? Et comment vous vivez, vous? Vous partez tout le temps, vous êtes toujours en voyage, et comment vous allez intégrer cette nouvelle petite vie dans votre vie? Etc., etc. Donc tout de suite, le clan remet un peu des responsabilités, du sérieux, etc. Alors que quand on est jeune et qu'on a envie de certaines choses, on veut s'émanciper, on veut s'élancer, on veut être spontané, on veut inventer, créer, innover. Voilà. Donc, il y a ce tiraillement tout le temps. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau dans notre vie, il va y avoir cette peur de l'inconnu. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Donc, il y a une partie certainement de peur légitime pour se lancer soi, mais il y a aussi une partie du transgénérationnel, entre autres, qui va dire, ah ouais, mais alors, euh, est-ce que tu prends conscience en innovant que quelqu'un dans le clan a déjà innové et ça s'est mal passé? Donc, il y en a qui vont toujours s'empêcher de créer parce qu'en fait, il y a un ancêtre qui aurait voulu être un petit peu atypique, qui a essayé et qui s'est ruiné et qui est parti à l'autre bout du monde pour qu'on ne voit pas combien il peinait à vivre, etc., etc. Voilà. Donc, dans ces empêchements de spontanéité, il peut y avoir eu déjà des essais peut-être malheureux. Par contre,
On le voit par exemple dans certaines familles qui ont immigré, qui ont tout perdu et puis qui ont tout reconstruit et puis qui, de façon très heureuse, ont eu une certaine réussite. Eh bien, il peut y avoir des phrases comme ça. Bah, de toute façon, on rebondira toujours. On perd tout, mais on peut tout recommencer. C'est facile de créer parce qu'en fait, on s'adapte dans à une nouvelle situation et on se lance. Parce qu'en fait, il y a eu déjà cet essai-là. Et cet essai qui a été transformé, du coup, qui a été validé par le clan. Donc là aussi, la notion d'oser, ça vient souvent en référence à ce qui a été osé ou pas. Ce qui est important à soulever, c'est que chaque clan, chaque situation est différente et que souvent on a tendance involontairement ou même volontairement à se calquer sur l'expérience, l'expérimentation d'un autre, d'un autre style, d'un autre mode de fonctionnement pour pouvoir avoir cette avancée ou cet objectif. Et finalement, des fois, on a un objectif qui ne correspond pas du tout à qui l'on est et encore moins peut-être au clan. Il y a une espèce de dysfonctionnement qui s'installe et qui peut aussi accentuer le sentiment de ne pas s'autoriser, de se bloquer, de s'entraver. Parce qu'il y a cet esprit aussi de comparaison. Et est-ce que cet esprit de comparaison, il appartient inconsciemment à l'égrégore du clan qui, ben, par répétition, ben, va fonctionner toujours par comparaison aussi? Oui, 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 oui. En fait, dans l'éducation reçue, les adultes transmettent aux enfants ce que eux-mêmes ont vécu et ont transformé ou pas. Et dans un clan où on a la notion d'échec, par exemple, ou de difficulté à réaliser quelque chose, l'enfant va être pétri de ça. Donc, soit il rentre dans ce moule-là, soit lui, il est rebelle et il essaye et il essaye et il essaye. Euh, Au contraire, si dans le clan, on dit, bah voilà, il faut essayer, il y a des artistes, il y a des gens qui sont un peu atypiques, qui ont osé franchir des étapes un petit peu difficiles, mais ça a marché, l'enfant va être dans une éducation beaucoup plus libre et souple. Voilà. L'idée aussi de voir, c'est que les parents font de leur mieux et leur mot souvent, c'est, je ne voudrais pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, aient les mêmes difficultés, aient les mêmes manques. Donc, chaque enfant va entendre ça. Et souvent, on donne en tant que parent des conseils pour le bien de l'enfant en oubliant vraiment ce qu'il veut réellement. Alors, on le voit ça peut fonctionner toute une vie, certains, plus ou moins facilement. Et puis, pour d'autres, il va y avoir une période de vie un peu comme s'il y avait eu pendant 10 ans la nécessité, entre guillemets, de se sacrifier, d'être dans le moule, etc. Et il y a un réveil. Donc, ça peut être un changement de vie, un changement de métier, un changement voilà, de couple, etc. Voilà. Et c'est à partir de là, souvent, c'est la prise de conscience qui fait que ah, ça, c'est plus pour moi, j'ai fait le tour, maintenant, je vais vivre pour moi, je vais réaliser ce que je veux, etc. Hein. Voilà. Il peut y avoir des arrêts comme ça et des transformations qui se font. Par rapport à la notion de réussite, est-ce que si on a eu un aïeul, un ascendant qui s'est tué au travail, souvent dans les métiers de l'agriculture, hein, dans ses propriétaires ou dans ses journaliers, surtout plus dans les journaliers, euh, beaucoup se tuer à la tâche. Est-ce que ça peut générer des générations qui ont plus de difficultés à se stabiliser dans un emploi, par exemple, s'autoriser à réussir professionnellement parce que on a des aïeux qui ont galéré, qui en Oui, sont morts. Et en oui. fait, il y a une espèce de résistance, d'empêchement pour éviter le sacrifice perpétuel. Oui, 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 il peut y avoir justement des réussites flamboyantes pour montrer combien on est fier voilà, des racines
Hein, il y a des personnes qui vont réussir professionnellement, socialement, financièrement, pour montrer aussi que même si les ancêtres étaient de très modestes, où ils en ont énormément bavé, ça a été utile. Il y a une transmission dans l'effort, dans faire honneur au clan. Voilà. Ça, c'est important de le noter. Il y a quelquefois des enfants dans une fratrie qui vont réussir pour avoir le regard aussi, hein, du père, de la mère, du grand-père, etc., qui aurait voulu réussir et qui n'a pas pu. Pour revenir aux journaliers, c'était des personnes qui étaient itinérantes, entre guillemets, un petit peu en intérim, hein, de ferme en ferme, etc. On peut retrouver chez les descendants un besoin de ne pas s'enraciner dans un poste et d'être intérimaire, ou alors en CDD régulièrement, renouvelé ou pas, pour avoir une certaine liberté aussi. Voilà. Faut aussi pointer du doigt que chez les journaliers, il y avait pour certains le sentiment d'être utilisé. Et donc, il y avait aussi cette euh, difficulté à reconnaître sa propre valeur. Et donc d'être utilisé pour les autres, mais pas pour soi. Voilà. Hein, donc ça, on le trouve après sur le côté un petit peu se valoriser, s'autoriser à trouver à une estime de soi, hein, à trouver de la valeur en soi, de ce que l'on fait, etc. Voilà. Hein. Après, euh, je rebondis sur aussi le fait d'être, par exemple, locataire ou propriétaire. Dans des clans où il y a eu des locataires, où les personnes n'ont jamais pu accéder à une propriété, eh bien, il peut y avoir des empêchements d'accéder à la propriété. On voudrait être propriétaire, on a les moyens, on a l'argent, etc. Eh bien, il peut y avoir des personnes qui, à la fin du mois, ont tout dilapidé. Elles ne savent même pas comment, mais pour s'empêcher d'accéder à ce que les ascendants n'avaient pas pu trouver dans leur vie. Voilà. Donc, quand on est, par exemple, les premiers propriétaires dans un clan, il y a une certaine culpabilité quelquefois. Il y a un empêchement à être heureux parce qu'en fait, nos ascendants n'avaient pas accédé à cette possibilité-là. Voilà. Donc ça, je l'ai souvent noté, en fait, aussi. C'est vrai que cette loyauté, elle peut nous inviter tacitement à sacrifier pour pas faire de peine, etc. Là, j'avais un exemple d'une dame qui rêvait d'être danseuse, de danser, d'être, alors pas forcément de façon professionnelle, mais elle adorait la danse. Et en fait, elle s'est interdit très, très, très longtemps d'intégrer un club de danse dans sa petite ville. Voilà. Elle me disait, pour pas peiner ma mère. Donc, sa mère était handicapée. Elle ne pouvait pas marcher ni danser, évidemment. Et en fait, elle avait passé son enfance à voir, alors son père aussi avait beaucoup de difficultés. Et donc, les parents emmenaient les enfants dans la campagne, dans les forêts, etc. Et comme ils ne pouvaient pas marcher, ils restaient dans la voiture et ils regardaient leurs enfants jouer l'après-midi du dimanche dehors, marcher, courir, sauter, grimper aux arbres, etc. Donc, il y avait beaucoup de souffrance chez les enfants, mais aussi chez les parents. Et donc, cette femme, quand elle est venue en consultation, elle a eu cette prise de conscience que, en fait, elle s'interdisait beaucoup de choses pour pas faire de peine. Or, sa mère la poussait ses enfants à faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Elle avait dépassé à sa façon son handicap. Et un jour, elle s'est inscrite à 45 ans dans un club, dans un cours de danse, pour la première fois. Voilà. Hein, c'est ça aussi, la notion.
Elle a pris conscience à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas sauver sa mère et lui empêcher de vivre son handicap. Qu'elle s'inscrive à un cours de danse ou pas, la situation était identique. Et peut-être que sa mère a été contente de l'avoir enfin réalisé ce qu'elle voulait depuis toujours. Voilà. Donc on va s'empêcher pour pas faire de peine. Mais quelquefois, on transpose, on invente, voilà, on se met à la place d'eux sans avoir vraiment les bonnes réponses, hein, en fait. Je vais revenir peut-être aussi sur les situations amoureuses, parce que là, on parle de réussite Oui. sociale ou professionnelle, ou même d'être propriétaire ou pas. Là, il y a aussi le côté un petit peu relationnel, être resté marié, divorcé, être en couple, pas en couple. Il y a ce bagage du clan, ce bagage de mémoire, ne serait-ce que dans l'éducation, où ça reste bien véhiculé. Complètement. Cette fidélité, peut-être, on peut observer on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos sur les difficultés des relations sentimentales, mais on peut aussi Mm. réactualiser ça, c'est s'autoriser à quitter tout simplement, Oui, s'autoriser à aimer, s'autoriser à construire. oui, Et là oui. aussi, il y a cet impact de la mémoire familiale par rapport à tout ça. C'est de quelle manière ça se présente et de Mm. quelle manière on peut, à partir du moment où il y a la prise de conscience que ça ne nous appartient pas, mais que ça appartient au clan, de quelle manière finalement on va pouvoir amorcer. Parce que, encore une fois, c'est bien beau, comme dans toutes les thérapies de toute façon, euh, la prise de conscience, elle est très importante. Par contre, si on ne met Mm. pas de mouvement, s'il y a quelque chose qui, au fond de nous, qui nous entrave encore pour mettre le mouvement, pour modifier l'information et Oui, ainsi modifier la structure et l'information, pareil dans l'ADN, puisque c'est aussi ça, complètement. c'est vraiment ce pas au-delà de la prise de conscience. Qu'est-ce qui Oui, peut être fait, et même dans la guérison, dans le clan, pour pouvoir oui, s'autoriser à avoir une relation sentimentale épanouie, une vie professionnelle épanouie, une vie sociale épanouie, pour pouvoir vraiment effectuer cette bascule. Qu'est-ce qu'on peut faire? oui, oui, oui. Déjà, derrière les mots réussir, réussite, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que le clan a mis et m'a transmis? Et qu'est-ce que moi, je mets? Il y en a qui vont dire la réussite, c'est je réussis ma vie parce que financièrement, je vais bien. C'est top, j'ai réussi, voilà. Mais pour d'autres, la réussite, elle ne se cache pas dans l'argent. Elle va se cacher derrière une vie paisible, en couple, tranquille, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui m'a été transmis derrière ces mots. Il y en a qui vont avoir des modèles de couple qui ne sont pas heureux du tout et qui vont transmettre, justement, ces couples malheureux vont transmettre un désir de divorcer, un désir de partir, un désir d'être célibataire, etc. À charge pour les descendants de mettre en action ou pas. Donc, euh, la question, c'est, oui, prendre conscience de ce qui s'est joué dans le clan, mais aussi, qu'est-ce qui m'a été transmis et est-ce que ça correspond à mes valeurs? Moi, qu'est-ce que je veux faire quand tu dis rester seul, être en couple, s'engager, rester fidèle ou pas, partir, etc. Ça, c'est ses valeurs à soi. Et donc, c'est une introspection nécessaire, mais qui est peut-être diamétralement opposée à ce qui a été transmis dans l'éducation. Voilà. Donc, c'est là où il y a ce petit tiraillement, parce qu'en fait, on est des individus au sein d'une entité qui ressemble quelquefois à une pieuvre, avec tous les bras qui essayent de nous récupérer à tout prix. Et c'est ça, en fait. Le clan, c'est comme si c'était un immense troupeau
nécessairement réunis dans un code de loi, de croyances, de système inébranlable. Voilà. On a toujours fait comme ça. Voilà. Et ça, c'est la grande difficulté de s'émanciper en faisant partie du clan, parce que de toute façon, on est toujours la fille, la petite fille de quelqu'un, hein. Donc on fera toujours partie du clan, mais on sera peut-être moins invité, aimé, etc. C'est ça aussi, en fait. S'autoriser à vivre, c'est peut-être accepter d'être atypique, pas compris. Et ça, c'est notre grande peur. C'est une de nos grandes peurs, d'être celle qu'on comprend pas du tout, celle qui fait jamais comme les autres, etc., etc. Et je pense que chaque clan a besoin de certaines personnes atypiques pour pouvoir perdurer, pour amener un élan de vie, un élan autre. Voilà. Alors pour revenir au, au couple, aux histoires amoureuses, si on a on en voit hein, des grands-mères qui disent ah ben, moi je me suis mariée, j'aime ton grand-père, mais enfin quand même, j'aurais tellement voulu autre chose. Et donc ça c'est le premier pas et c'est le premier encouragement pour les descendants de vivre autre chose. Donc ça c'est chouette d'avoir un ancêtre, une ascendante qui ose dire ça. Il y aura par contre toujours des personnes qui vont dire ah non mais tout allait bien, c'était l'homme parfait, etc. Qui ne verront pas en idéalisant combien elles en ont bavé. Et ça enferme. Parce que cette impossibilité d'admettre va envoyer des injonctions de il faut tenir bon, il faut, euh, il faut résister. Oui, la vie, c'est pas facile, la vie, c'est pas cool. Et voilà. Et donc, ça va créer des nœuds. Donc, c'est vrai qu'on a des plans où la parole est beaucoup plus libérée, les émotions sont plus facilement dites que dans d'autres. Mais pour revenir, par exemple, à une mère qui aurait voulu divorcer, qui n'a jamais osé le pas, franchir le pas, elle peut avoir une fille ou un fils qui vit un couple épanoui, mais qui peut aussi, en regardant le couple parental, se mettre à ne pas voir le bon côté du couple, à être un peu revendicatrice, un petit peu dans l'acrimonie, etc., pour faire comme le couple des parents, pour être, vous voyez, je suis bien votre fille, parce que moi aussi, mon couple n'est pas si facile. Parce qu'en fait, si cette fille osait avoir une banane tous les jours en disant je vis un couple merveilleux, elle enverrait quand même quelque chose de pas très chouette pour les parents qui, eux, n'ont pas réussi à avoir la banane. Voilà. Hein, donc, il y a ça aussi. Et ça, c'est très subtil, en fait. On n'ose pas faire de la peine. Ou alors, la fille, elle peut divorcer et faire ce que la maman n'a pas pu faire, par exemple. Faut pas oublier non plus que on est des humains et que même entre parents et enfants, il peut y avoir une petite rivalité ou un peu de jalousie ou d'envie, etc. Et donc là, ça peut se mettre aussi en scène. Ou alors la fille, elle reste célibataire parce qu'elle en a tellement bavé de ce couple parental, eh bien, elle se dit, moi, j'intègre dans ma vie ce que je veux, mais je peux aussi les rejeter comme je veux. Voilà. Hein, donc, il peut y avoir ces trois situations pour une même façon de vivre le couple parental. Voilà. Donc, chacun va apporter sa solution dans les enfants, parce qu'en fait, il devra, dans cette incarnation, vivre telle chose et telle chose. Voilà, pour moi, c'est une des explications. De toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas qu'une seule explication, et comme tu dis, c'est une des Oui, explications, que chaque situation de vie va avoir sa propre explication et son propre égrégore clanique aussi. Chacun oui, va avoir sa propre histoire. Comme tu le dis régulièrement, c'est aussi important de se baser à partir du moment où on entame ces démarches, de regarder un petit peu l'histoire
sociétales également en parallèle, pour se Oui, donner quelques idées des façons de penser de nos ascendants, mais également complètement. de la culture dans laquelle ils baignaient à certaines époques. Finalement, Oui, on est toujours sur cette perception entre être loyal au clan, oui, faire perdurer les informations. oui, Dans cette idéologie d'être loyal, il y a aussi souvent la notion de sacrifice, inconsciente ou consciente. oui, Et ça fait que bah, on se met des barrières oui, et on décrète que bah, souvent, bah, ne pas s'autoriser, c'est aussi se dire je ne vais pas y arriver. oui, Je c'est ne ça, peux pas y arriver. c'est ça. C'est aussi rappeler à tout le monde que quand on dit ne pas du moins s'autoriser et se donner le droit, ça veut dire qu'en face, ça ne veut pas dire que l'on s'empêche, c'est qu'on a le sentiment souvent ben, de ne pas y arriver, d'être face à un mur, que toutes les situations se mettent un petit peu contre nous, un petit peu comme si ben, on Oui, était la victime d'événements extérieurs. Et c'est oui, un peu ça à rappeler aussi. c'est ça. Hein. Je n'ai pas droit à ça. Voilà. Hein. Alors, cette loyauté par rapport au clan, elle vient toujours titiller le respect de soi, le respect de ses valeurs, sa loyauté à soi. Et ça, c'est chaque jour, on a ce travail à faire. Est-ce que je reste fidèle à mes valeurs ou est-ce que je reste fidèle au clan? Donc l'idée, c'est peut-être de faire des concessions quelquefois, certainement, parce que pour vivre, ne serait-ce qu'en société, on en fait, mais vraiment rester fidèle à soi, parce qu'il y a un déséquilibre qui peut s'accentuer au fur et à mesure des années si on n'y est pas sensible. Dans la semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que elle avait un ancêtre qui avait épousé, qui avait accepté d'épouser une femme ayant déjà un enfant d'un autre homme. Et pour lui, ça avait été très simple, alors que tout le clan était plus ou moins contre, offusqué de cette femme, mère célibataire, etc. Voilà, ça se faisait pas à l'époque. Et en regardant l'histoire de cet homme, sa sœur avait été éjectée de la maison à 16 ou 17 ans parce qu'elle était tombée enceinte. Et donc, lui, il avait eu cette souffrance de voir cette exclusion de sa jeune sœur, qu'il aimait beaucoup, qui était partie sans plus donner de nouvelles et qui avait eu un enfant. Donc là, il y avait une réparation. Voilà. Hein, donc, il s'était donné le droit de faire revivre quelque chose de similaire qui avait existé en réparation, lui. Voilà. Hein, c'était pas dans l'exclusion, mais justement dans l'acceptation. Voilà. Hein, donc, se donner le droit, c'est ça. Et quand dans une fratrie, finalement, l'empêchement concerne Mm. tous les membres de la fratrie. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui arrive à décoller Ah oui, de la base familiale. Euh, oui, Comment faire? oui. Qu'est-ce qui est à observer quand vraiment aucun de la fratrie a envie, mais n'y arrive pas? Il y a toujours un empêchement qui va faire que Mm. soit dans l'entourage, soit dans des situations annexes. Et voilà, il y a quelque chose, il y a une espèce de mur qui entrave. Qu'est-ce qui peut être Mm. la raison? Est-ce que ça veut dire que l'égrégore familial est tellement lourd? Ouais, peut-être qu'il n'y a pas eu de prise de conscience, même minime, au fur et à mesure des générations. Et il va y avoir cette lourdeur qui s'est accumulée en strates depuis. Alors, certainement beaucoup d'histoires, euh, d'empêchements chez les ancêtres qui ont fait que ça s'est trop accumulé. Euh, il y a une fidélité aussi, hein, et une difficulté aussi à s'émanciper de sa fratrie, quelquefois aussi. Donc, on peut s'empêcher pour nos ancêtres, pas leur faire de peine, mais aussi, par exemple,
deux sœurs. L'une n'a pas d'enfant, mais ne peut pas en avoir. Et l'autre sœur ben, peut avoir des enfants. Et son grand malheur à cette sœur, c'est que elle a osé avorter 2 fois, alors que sa sœur aimerait tellement avoir d'enfants. Et là, il y a comme une impossibilité de communication entre elles deux, par fidélité, parce qu'en fait, voilà, elle ne veut pas faire de peine. Mais donc ça tourne en rond, en fait. Il y a un empêchement de prendre conscience, de parler, d'évoquer le pourquoi de ces avortements. Bref, voilà, hein, de peur de blesser, de peur de ne pas être comprise, de peur de créer de la rancune, etc., etc. Donc, dans les fratries, il peut y avoir aussi un blocage, rien qu'au niveau de la fratrie. Je ne veux pas faire mieux que mon frère ou ma sœur pour pas lui faire de peine. Ça existe aussi. Encore une fois, on voit que de toute façon, c'est tellement large, il y a tellement de cas par cas Oui. qu'il est difficile de pouvoir tout explorer. En tout cas, merci infiniment, Hélène, voilà, de tout ce que tu donnes, de tout ce que tu apportes. Pour conclure, est-ce que tu pourrais donner, voilà, en quelques mots, peut-être as-tu des conseils, peut-être as-tu ton regard personnel en tant que praticienne à apporter à ceux qui nous regardent et qui se sentent, voilà, qui se sentent vraiment dans ce sentiment de ne pas y arriver, d'avoir le sentiment d'être bloqué, un petit peu comme si la Hmm. phrase l'univers en a contre moi, tu vois, c'est un peu ça, Hmm. c'est rappeler ça. Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil à tous? Hmm. Alors, peut-être si c'est possible de ne pas rester dans un rôle de victime éternelle. Voilà. On peut être victime d'une situation à un moment donné, certes, mais il y a des solutions. Parce que plus on va s'enfermer dans ce schéma-là, et plus on va créer et attirer à nous des situations qui vont nous rendre victimes, en effet, pour valider, en fait, ma croyance. Je suis victime, voilà. Quand je dis je m'autorise, j'entends le mot moteur. Et donc, je me mets en mouvement. Ça, c'est important aussi, hein. Le cerveau, il entend, je m'autorise, je me mets en mouvement, je vais hors de ma sphère confortable, de confort, mais peut-être aussi, je vais plus loin, je fais le pas. Hein. Donc, ça aussi, s'autoriser, c'est pas forcément être dans la trahison du clan, dans l'abandon du clan, etc. On peut faire des petites choses en montrant au clan qu'on est toujours là, mais qu'on est aussi un individu qui va justement s'individualiser. Voilà, hein. Donc, dans cette idée-là de se donner le droit, c'est oui, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit d'aller un peu plus loin, j'ai le droit de poser des petites graines. L'idée, c'est aussi qu'est-ce que je transmets à mes enfants si je n'ose rien? Et si j'ose faire des petites choses, être un peu inspirante ou inspirant, eh bien, c'est gagné parce qu'en fait, les yeux des enfants, des petits-enfants nous regardent et voient que, en fait, oui, on peut franchir des petites limites sans être la vilaine fille ou le vilain garçon. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Hélène. Comme d'habitude, c'est toujours riche d'enseignements, c'est toujours riche de transmission, comme tu sais si bien le faire. Et toujours avec cette générosité qui est la tienne et qui te caractérise, tout Merci simplement. beaucoup, Daniel. Merci à toi aussi, infiniment. Merci infiniment, Hélène. De toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos de ce style-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez peut-être d'autres sujets. N'hésitez pas à interagir. Hélène se fera un plaisir. Je sais que tu regardes. Hélène se fera un Oui, plaisir de vous répondre dans la mesure du possible. Sinon, vous pouvez également aller sur son site internet c'est pas grave. hélènenicolet.com. De toute façon, toute la description sera comme d'habitude en barre en dessous de la vidéo. Encore une fois, merci à toi, Hélène, et Merci. Bonne journée. bonne journée à tous, bonne journée à toi, au revoir et à très Au vite. revoir.
Au À très revoir. vite. Au revoir.